Tu parles de ton papa qui est parti l'année dernière, il s'appelait Jean-Michel, Jean-Michel Becbédé. Ouais. Et alors, on y reviendra tout à l'heure, on va y revenir au fur et à mesure, on va refaire ta vie, puis on va revenir sur ton papa au fur et à mesure. Il y a une carte d'identité dessus où il y a marqué William Harben, avec la photo de ton père. C'est pas Jean-Michel. Non, j'ai découvert après sa mort qu'il avait 3 passeports américains. Et donc, je pensais être le fils de Jean-Michel, un Français. Et en réalité, j'étais aussi le fils d'un Américain qui avait un autre nom. Et c'est le point de départ de ce livre. C'est une enquête pour essayer de comprendre qui est cet inconnu, William Harben, qui avait la nationalité américaine. Et le but du livre, c'est de dire que je suis le fils de James Bond. Voilà. C'est incroyable. Je trouve que c'est pas mal d'avoir d'être le fils de 007. Et oui, c'est évidemment une enquête et une théorie, parce que je n'aurai jamais la preuve de ce que j'avance. T'as pas eu de papier malheureusement, quand quelqu'un décède, il faut faire le tri. On a reçu une maman il y a quelques temps, Anne Dauphine, qu'on embrasse d'ailleurs, et qui disait à la mort de ses enfants, elle a dû regarder, il faut faire les papiers, les affaires, etc. Oui, c'est une double peine, parce que c'est super dur. Oui. C'est toi qui l'as fait pour ton papa, ou tu as des frères et sœurs, ou les fait à plusieurs? J'ai un frère, on s'est divisé le travail, mais effectivement, tout ce qui était le courrier, les archives personnelles, ça m'intéressait parce que j'avais envie de mieux le connaître. Et alors c'est très étrange, il y avait des boîtes à cigares, toutes noires, avec écrit « à brûler après ma mort ». Alors là... T'as envie de l'ouvrir. Tu te retrouves devant un dilemme. Est-ce que je respecte et je brûle tout sans regarder, ou est-ce que je fouine comme un voyeur et un au risque de découvrir un truc... Un fils indigne, quoi. Ouais. Et évidemment, j'ai choisi la deuxième solution, j'ai pas pu résister. C'est mon métier d'être romancier, et là, j'ai trouvé un personnage de roman. Mais il avait créé une autre identité. Il était devenu une fiction. C'est fou. Dans cette boîte, c'est là que tu trouves les passeports? C'est là qu'il y a les 3 passeports. Incroyable. Et beaucoup de photos de beaucoup de femmes très jolies que je n'ai jamais rencontrées. Mais tu penses que quoi? C'était un espion français ou américain? Je pense qu'il était un Français qui est allé étudier aux États-Unis. Il a fait Harvard Business School. Et que là, à l'époque, dans les années 50, on recrutait beaucoup pour la CIA. C'était quelque chose qui se faisait d'ailleurs aussi en France. Recruter dans le privé, quoi. Ouais. Oui, en fait, les services secrets s'intéressaient aux étudiants, parce que les étudiants brillants, on sait qu'ils vont réussir, qu'ils vont diriger des entreprises. Dans des sphères un peu hautes. Oui, ils vont devenir des gens puissants. Et donc, c'est bien de les recruter à ce moment-là, à la sortie de l'école. Et ensuite, est-ce qu'il a collaboré au service américain? C'est incroyable. Et tu peux pas demander aux États-Unis, maintenant qu'il est décédé, tu peux pas demander des papiers ou savoir si oui ou non il l'était? Alors j'ai demandé, t'as demandé et on m'a dit, on vous répondra 50 ans après sa mort. Donc c'est en 2073 que j'aurai la réponse. T'auras quel âge? Je préfère pas compter, mais je pense que non. Peut-être que mes enfants... 110 ans. 110 ans. Bon, alors voilà, j'aurai la réponse à 110 ans. Ou bien, c'est mes enfants ou mes petits-enfants qui sont... Mais j'ai quand même été jusqu'à contacter des gens de la DGSE, des services secrets extérieurs, des agents français, dont un qui m'a donné le téléphone d'un correspondant de la CIA. Et donc j'ai envoyé les photos par WhatsApp des passeports de mon père à cette personne qui était en Colombie, en demandant « Is it fake passport ?» Et 2 jours se passent sans réponse, et puis j'ai juste reçu un SMS « Not fake ». Donc je me suis dit, ça veut dire que c'est validé. Et j'ai essayé de joindre donc ce correspondant de la CIA, j'ai essayé de le joindre ensuite, et j'ai jamais eu d'autre réponse. Ça a juste né en 21 septembre 65 à Neuilly-sur-Seine, juste à côté de Paris. Famille bourgeoise, tu sais, plus grosse famille de Pau. Oui. Grosse famille, tu grandis dans l'éducation très catholique, etc. Tes parents vont se séparer à quel âge? Quand j'avais 5 ans. Et c'était quelque chose qui est... J'essaie d'analyser ça justement dans Un homme seul, parce que j'ai longtemps cru que ma génération n'avait pas d'histoire. Au fond, on a eu beaucoup de chance. On n'a pas connu la guerre, voilà, je suis né dans un milieu favorisé, donc je ne devrais pas me plaindre. Mais l'événement tragique de ma vie, c'est le divorce de mes parents. C'est ça ma guerre à moi. C'est d'avoir les 2 personnes que tu aimes le plus au monde qui arrêtent de s'aimer. C'est d'avoir tout d'un coup un père qui disparaît. Et d'être élevé par une femme seule qui doit travailler pour s'occuper de ses 2 fils.
c'est aussi le mensonge, pas le mensonge, le non-dit. C'est-à-dire que à l'époque, c'était nouveau le divorce et on n'en parlait pas tellement aux enfants. Il y avait moins avant. Dans ma classe, j'étais le premier dont les parents se séparaient. C'était en 70 et à l'époque, c'était dans l'école catholique où j'étais, on me regardait comme un alien, quoi. Aujourd'hui, c'est très banal, mais... Il y a même moins de couples ensemble maintenant. Oui, maintenant, les aliens, c'est ceux qui ont des parents ensemble. Ah, c'est ça. Ils sont encore ensemble, waouh. C'est fou, hein. Oui. Et donc, c'était assez bizarre. Et surtout, malheureusement, mes parents, ils ne savaient pas comment nous le dire. Du coup, ils nous ont un peu rien dit. Et on s'est demandé, mais pourquoi papa n'est plus là ? Alors, ma mère disait, il travaille beaucoup, c'est un homme d'affaires, il voyage énormément. Et du coup, on a pensé que c'était un peu lui, le salaud, qui nous avait laissé tomber. En fait, j'ai appris, mais bien plus tard, que c'était ma mère qui l'avait quitté. C'est pas très grave. Mais enfin, on est obligé de vivre dans une sorte de monde d'histoire qu'on se raconte qui n'est pas la vraie. Et puis, on voit 2 appartements, 2 maisons, 2 vies différentes. Et puis, c'était une époque de grande libération sexuelle. Et mon père et ma mère avaient Enfin, j'avais beaucoup de beaux-pères et de belles-mères. C'est ok. Et donc, tu vas vivre un peu chez ta maman, un peu chez ton papa, ou tu restes que chez ta maman? Non, que chez ma mère. Et mon père, comme il était effectivement un homme d'affaires très pour de vrai, successful et tout ça, pour de vrai. Et donc, du coup, lui, il nous voyait quand il pouvait, mais pas très, très souvent. Ouais, t'as pas été vraiment élevé. Tu l'as assez peu vu, hein, c'est ce que tu dis. Ouais. Oui, c'est une génération d'hommes de l'après-guerre, ce qu'on appelle... les boomers qui étaient des grands consommateurs, des grands hédonistes, peut-être aussi un peu égoïstes, et qui pensaient au plaisir, à la réussite, à l'argent, beaucoup plus que aux enfants, à l'idée d'être père de famille. Et aussi, c'est vrai, c'était avant la pilule. Moi, je suis né avant la pilule, donc on décidait beaucoup moins de donner la vie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une décision tellement immense à prendre. Ils s'aimaient, et ma mère est tombée enceinte, il y a eu 2 enfants, mais c'était pas énormément planifié, voilà. Donc, oui. Donc je sais que j'ai été désiré, mais enfin, c'était compliqué pour ce couple, c'était des jeunes gens, ils se retrouvaient avec 2 gosses, voilà, ils ont pas tenu le coup. Tu disais, c'est un grand homme d'affaires, pour de vrai. Est-ce que ta maman disait ça pour trouver une explication, une excuse à son absence et tout? Il faisait quoi comme métier? C'était quoi vraiment son boulot? Alors, il a créé en France le métier de chasseur de tête, conseiller en recrutement de dirigeants d'entreprise. Cabinet de recrutement, voilà. À l'intérieur des chasseurs de tête. Donc, vous dites aujourd'hui, tiens, j'ai besoin d'un comptable pour ma société, très capé, parce qu'une grosse société où j'ai besoin d'un métier un peu particulier, ils vont chercher pendant 1 mois, 2 mois, puis ils vont revenir avec 3 profils qu'ils vont proposer, ils vont dire, pour moi, c'est celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Voilà, exactement. Vous allez payer une prestation, parce que c'est long de recruter, en fait. Oui, alors, sauf que lui était spécialisé dans les PDG, hein. Il pas du comptable, attention. Non, mais c'est le même métier, mais à plein niveau, en fait. Oui, voilà. Et comme la rémunération c'est genre, par exemple, 3 mois du salaire de la personne recrutée, si tu travailles pour des CEO, tu vas gagner beaucoup mieux ta vie que si tu t'occupes des experts comptables. D'accord. En fait, il était spécialisé dans les très hauts niveaux et il a il a importé ce métier en France. C'est un métier qui a été inventé par les Américains après la guerre. Et il a mis donc des PDG en place pour des grosses sociétés françaises. On dit qu'il a recruté tout le CAC 40. Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé de vérifier. Évidemment, c'est impossible. Tout ça se passait dans les années 70, 80 à 2000. Oui, il était surnommé le pape des chasseurs de tête et il a travaillé pour toutes les plus grandes entreprises mondiales. Il y a peut-être un rapport avec le fait qu'il ait été recruté par la CIA aussi pour mettre en place des dirigeants sur des boîtes importantes. Alors là, ça c'est une accusation très grave. Non, je peux pas l'affirmer. J'ai aucune preuve. Non, mais ça peut se relier. Mais c'est vrai que d'abord, le métier de chasseur de tête, c'est un métier qui a été inventé par des proches des services secrets américains. C'était des gens qui travaillaient beaucoup pour le gouvernement, Lester Korn et Spencer Stuart. Ils ont théorisé ce métier et ensuite mon père, qui a travaillé pour les 2, a commencé en France. Pourquoi ça ressemble à de l'espionnage? Parce que les chasseurs de tête, ils téléphonent à toutes les grandes entreprises en se faisant passer pour des journalistes ou pour quelqu'un qui organise une conférence, et ils vont essayer de savoir qui dirige quoi, quel est le problème de la boîte, qu'est-ce qu'il y a comme projet,
est-ce que vous êtes content des gens qui travaillent là et tout. Et en espionnant comme ça, en se renseignant, après, ils arrivent et ils proposent des jobs et des postes. Il y a des photos de ton père, on va en montrer. Voilà, il y a plein de photos sur des papiers. Voilà, je vous les mets à l'image, comme ça, vous pouvez voir un peu ce dont on parle, avec plein de noms. Donc, il s'appelait William Harbin, et t'en as d'autres avec d'autres noms aussi? Non, lui, c'était sa légende. Un nom américain et un nom français. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que ce nom William Harbin, c'est aussi le nom d'un cousin à lui qui travaillait officiellement pour la CIA. Donc je me demande en fait s'il n'a pas tout simplement rendu des services à son cousin de la CIA en lui empruntant son identité. Tu as fréquenté, après j'ai noté, le lycée Montaigne. Tu fais de grandes écoles. En 86, 21 ans, service militaire. Oui. Tu l'as connu, le vrai? Oui, le vrai service militaire. Ils vont remilitariser un peu le service militaire. J'ai vu qu'ils avaient annoncé ça. Là, donc, ils vont remettre un service militaire un peu plus dur que ce qu'il y a là, parce que là, c'est un jour. Toi, tu as fait une vraie année complète? Oui. C'est ça? Oui, j'ai d'abord fait les classes à Fontainebleau, dans un régiment du train. C'est le transport. Bon, en fait, on était une bande de seconde classe, de troufions, en treillis, avec les Rangers. On m'a rasé la tête. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu les cheveux courts. Et puis c'était quand même assez disciplinaire. On dormait dans un dortoir avec 30 personnes que tu connais pas. Tu les entends ronfler ou faire d'autres activités. C'était en hiver en plus. C'était en décembre-janvier, les classes. Donc du coup, il y avait des marches. Je me souviens de longues marches de 18 km avec un gros sac à dos dans la forêt de Fontainebleau. Là, c'est vraiment froid et assez dur. Ça t'a fait du bien, toi qui venais d'une classe très bourgeoise, de voir un peu, avec du recul, parce que sur le moment, tu devais détester être là-bas, te raser la tête, etc. Mais est-ce que ça t'a fait du bien de voir ça, finalement, avec du recul, ou pas? Sur le moment, j'ai détesté. Moi, je ne suis pas spécialement bricoleur, et il fallait quand même planter une tente la nuit dans de la terre. Il fallait... il y avait beaucoup de choses que j'étais incapable de faire, mais c'est vrai que souvent, j'y repense. C'est très bizarre, notamment quand j'ai des activités physiques, des trucs à porter, des corvées à faire. Je repense à ça en me disant, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à... Quand il y a un truc à faire, il faut le faire. Voilà. Et aussi la solidarité, c'est vrai. T'as eu une petite galère un peu drôle là-bas. Tu fais une grosse fête au service militaire. Tu commences les fêtes dès le service militaire. Oui, c'est vrai. Oui. À l'époque, je commençais à organiser des fêtes. Ouais. Il y a une photo de la soirée qui va fuiter. Alors, pourtant, t'es pas connu à l'époque. Pourquoi il fuite cette photo alors que t'es complètement bourré en treillis? Oui, voilà. En fait, je suis allé dans une boîte qui s'appelle Castel, habillé avec mon treillis militaire. Et puis, je fêtais justement mon départ à l'armée. Donc, j'avais invité tous mes copains et on s'était tous un peu déguisés en militaires. Pour, Frédéric part au service et on a fait la fête comme ça. Et pourquoi les photos sont sorties? Parce que j'avais un copain qui trouvait ça marrant et qui a mis une photo dans Paris Match. Et là, la photo, le général qui dirigeait mon régiment l'a vue. J'ai été convoqué dans son bureau. Vous trouvez ça drôle de porter l'uniforme pour vous bourrer la gueule avec vos copains, en gros? On va vous envoyer en Allemagne, dans un régiment disciplinaire et tout ça. Et là, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai fait intervenir le président François Mitterrand. C'est vrai? Non, mon père, donc, qui connaissait beaucoup de monde dans les affaires et dans le pouvoir. Ah, il avait un sacré réseau, ton père. Ah oui, mon père était vraiment... son métier, c'était de parler à tous les dirigeants. Ouais. Et il avait un ami qui était conseiller du président, et donc il est intervenu en disant « Soyez gentils, c'était juste une connerie ». Et j'ai échappé au régiment disciplinaire. J'ai fini par faire mon service militaire. Normal. Et tu t'es tenu à carreau après? Voilà, je me suis tenu à carreau, oui. Pour t'intervenir sur ce sujet, c'est intéressant quand même, je pense. Je vois bien que quand on parle d'éducation, c'est beaucoup à commenter sur ça. Oui. Et on cherche tous à être, le jour où on est papa ou maman, on a tous envie d'être un bon père, une bonne mère. Et on fait tous des erreurs, on a tous des succès. Et tu disais tout à l'heure... Tu avais le sentiment d'avoir reproduit un peu le schéma de ton père quand tu avais quitté ta première femme. Est-ce que tu as fait une autre erreur d'éducation? Puis après, on va parler d'un succès d'éducation. Est-ce que tu as fait une autre erreur que tu as reproduite? Tu vois, quelque chose que tu as reçu et que tu as refait? Par exemple, d'être un fêtard. C'est pas une erreur, je me suis énormément amusé. Mon père aussi, il faisait des fêtes. Quand j'étais
tout petit, en pyjama et robe de chambre. Parfois, on passait le week-end chez lui avec mon frère et on se retrouvait dans des soirées hallucinantes avec des filles à moitié nues, avec de la drogue, de la musique à fond. T'as grandi dans une ambiance comme ça? Dans une ambiance comme ça. Et moi, j'avais l'impression d'être le seul adulte au milieu d'enfants qui rigolent. Mais c'est les années 70. C'était sûrement très toxique et en même temps, j'étais émerveillé par ça. J'étais très admiratif, évidemment, de ça. On se goinfrait de noix de cajou et d'apéricube. Et puis, bon, alors, ça, est-ce que je l'ai reproduit? Oui, je l'ai reproduit. C'est-à-dire que moi, j'étais aussi très noctambule, je suis sorti beaucoup. Et ma fille aînée, elle a dû se retrouver aussi chez moi, dans des ambiances, avec des filles et des garçons partout qui rigolent, qui font n'importe quoi, alors qu'elle était petite. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand même ça, ouais, j'aurais peut-être pu la protéger davantage et pas refaire ce que moi, je reproche à mon père. Et pourtant, je l'ai refait. T'as fait plein de choses, hein. T'as fait de la télé, t'as fait de la politique, t'as accompagné. Alors ça, je savais même pas. Oui. Sur ton parcours, je savais pas. Tu t'occupais de la communication. Je sais pas si vous vous rappelez de Robert Rue avec, il avait une barbe. C'était quel parti politique? Parti communiste français. C'était PC, hein, ouais. Oui. Oui, j'ai eu ma phase extrême gauche. Mais Il a fait 3%, d'ailleurs, à l'élection en 2003. Merci. Non, mais j'ai regardé les scores de l'année pour donner les vrais chiffres. Merci de le rappeler. Ouais, non, en fait, j'avais écrit 99 francs, qui était un livre quand même assez anticapitaliste, au sens où je décortiquais la manipulation des masses par les marques. Et du coup, le Parti communiste s'était rapproché de moi. J'avais reçu des demandes. Est-ce que vous voudriez venir parler avec nous de ce livre et tout? Donc, très flatté, j'y suis allé. C'était extraordinaire. C'était place du Colonel Fabien, dans un immeuble sublime. Il est toujours... qui est le siège du Parti communiste est magnifique. Il est en béton. On dirait une soucoupe volante un peu. Oui, construit par Oscar Niemeyer, un grand architecte brésilien. Bon, voilà. Donc, je me retrouve dans des réunions avec des grands communistes historiques. Et moi, en train d'expliquer ce que c'est que la publicité. C'était un peu surréaliste. Et là, ils me disent, mais après tout, vous êtes dans la pub, est-ce que vous voulez pas faire la publicité de notre candidat? Et j'ai accepté. J'ai trouvé que c'était intéressant. Ça a beaucoup énervé mon père. Et peut-être que c'était le but secret de l'opération. Parce qu'il était très anticommuniste. Et toute sa vie. Ce qui, d'ailleurs, confirme que peut-être il a été dans les services secrets. Parce que, voilà, la guerre froide, c'est que l'affrontement des Occidentaux aux communistes. Quoi. Donc, on disait tout à l'heure la carte d'identité, mais américaine de ton papa, qui est parti l'année dernière. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre, pour terminer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire? J'ai essayé, sans le juger, de comprendre mon père, cet inconnu. J'ai l'impression d'avoir rencontré quelqu'un que je connaissais pas bien, qui était très pudique, et qui avait un métier en plus qui l'obligeait à la confidentialité. Parce que dans le milieu des recruteurs de dirigeants, tout est secret. Les rendez-vous sont secrets, les renseignements sont, comme je te l'ai dit, des espionnages un peu industriels. Il resterait rien si j'avais pas fait ce livre. Donc c'est pour qu'il reste quelque chose de sa vie. Et puis... à travers lui, c'est aussi quels sont les modèles qu'on a eus d'hommes, et c'est un livre là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, sachant que moi, on m'a transmis ce modèle-là qui était très imparfait, qui était à la fois épatant parce que très spectaculaire, et en même temps qui était peut-être pas vraiment un modèle, plutôt un contre-modèle. Donc j'ai dû essayer de me fabriquer, me façonner par rapport à lui. Comme nous tous, en fait, nous les hommes, on improvise, mais surtout on se réfère beaucoup à notre père. Et c'est là-dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur leur père en ce moment. Parce que comme on critique le patriarcat, il faut écrire sur nos parents, et notamment sur ces hommes-là.